C'est bon, la hype est passée, les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont bel et bien sortis. Le line-up MacBook Pro d'Apple est désormais complet, mais même un peu complexe maintenant. Et c'est là que j'interviens pour clarifier un peu tout ça et surtout vous éviter de faire un mauvais choix. Oui, monsieur. Thank me later. Sapiens, Chris here, hope you're good. Comme je vous le disais en intro, c'est fait, le line-up MacBook Pro a terminé sa transition vers les puces Apple Silicon. Il n'y a plus de MacBook Pro ou de MacBook de façon générale équipés d'une puce Intel. Enfin, il était temps. On a enfin les premiers laptops vraiment pro équipés d'une puce Apple Silicon entre les mains là. Oui, mais voilà, entre MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces M1, MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces, puce M1 Pro, M1 Max, ça devient vraiment compliqué. Et si toutes les machines équipées des puces Apple Silicon sont vraiment performantes, il est totalement possible de faire un mauvais choix. Et il existe des mauvais choix chez Apple. D'ailleurs, petit aparté, de façon générale, Apple vend encore quelques ordinateurs qui sont totalement what the fuck. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai vraiment envie de le faire. Il y a des trucs, franchement, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Bref, pour revenir à notre sujet, côté MacBook Pro, il y a un MacBook Pro qu'il ne faut absolument pas acheter et je l'ai avec moi. C'est pas exactement celui-là, hein, parce que ça c'est un MacBook Pro Intel, un MacBook Pro 13 pouces Intel. Je vous parle bien du MacBook Pro M1 13 pouces. Et aujourd'hui, je ne vois aucune bonne raison de l'acheter. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais je ne vais pas en rester là et je vais vous aider à naviguer entre les puces M1 Pro et M1 Max, histoire que vous puissiez prendre les meilleures décisions par rapport à votre budget et par rapport à votre utilisation potentielle. Voilà ce qui vous attend. You guys ready? Cool then, let's get into it. Alors pourquoi le MacBook Pro 13 pouces M1 est un mauvais choix? Donc je vous parle bien du MacBook Pro 13 pouces M1 sorti en 2020, équipé du coup des puces Apple Silicon de première génération. Je ne vous parle pas de quelque chose d'équipé de puces M1 Pro ou M1 Max. Je vous parle bien de cet ancien MacBook Pro 2020. Pourquoi est-ce un mauvais choix? J'en parlais déjà dans une vidéo sortie il y a belle lurette, c'est ici ou là, quelque part. Mais le MacBook Pro 13 pouces M1, pour moi, n'est pas une machine Pro. C'est une machine équipée de la même puce que les entrées de gamme MacBook Air et Mac Mini, avec des performances qui sont extrêmement similaires. Et notamment avec le MacBook Air, il n'y a pas un gap de performance énorme. En dépit du fait que le MacBook Pro soit équipé d'un système de refroidissement actif, donc il y a des ventilos à l'intérieur, ce que le MacBook Air n'a pas, le gap n'est pas énorme parce que la puce M1 ne chauffe pas tant que ça. Donc la puce n'est quasiment jamais obligée de se brider pour éviter de surchauffer. Et c'est justement pour ça que cette machine pour moi ne fait pas vraiment sens parce que la différence entre le MacBook Pro et le MacBook Air, mis à part le refroidissement actif qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas une énorme importance, c'est la touch bar et un écran qui est juste marginalement plus lumineux. C'est tout. Il n'y a pas de port supplémentaire, c'est à peu près la même taille, le même poids, enfin c'est pareil quoi. Pourtant, si vous checkez les prix, si vous allez sur le site d'Apple, vous vous rendrez compte que le MacBook Pro M1 est proposé à partir de 1449 €, quand le MacBook Air M1 est proposé à partir de 1129 €. Une différence qui est assez importante. Alors c'est vrai, si vous regardez bien, que vous vous rendrez compte que le MacBook Air M1 proposé à 1129 €, c'est une version qui n'a que 7 cœurs GPU. Attention, c'est toujours la même puce M1, mais c'est une puce bind. C'est une puce sur laquelle on a juste désactivé l'un des cœurs GPU. Je reviens dessus dans un petit instant, vous inquiétez pas. Le MacBook Air M1 entrée de gamme a juste un cœur GPU en moins. Alors je l'ai testé, j'ai eu l'occasion de tester exactement cette version, c'est-à-dire la version la plus entrée de gamme avec 256 Go de SSD, 7 cœurs GPU, 8 cœurs CPU. Il y a la vidéo que je mettrai quelque part en haut et puis dans la description. N'hésitez pas à aller la checker après cette vidéo. Mais pour vous la faire courte, vous vous rendrez compte que cet ordinateur, le MacBook Air M1, est extrêmement performant. Et pour la plupart des utilisateurs et la plupart des utilisations de tous les jours, c'est largement suffisant. Et quand je vous dis la plupart des utilisations, c'est vraiment la plupart des utilisations. Depuis la sortie des nouveaux MacBook Pro, je reçois très régulièrement, quasiment quotidiennement, des questions d'un peu tout le monde qui me demandent quel MacBook Pro je devrais choisir. J'ai commencé à faire des études de droit, je fais du community management. Quel MacBook Pro, le M1 Pro ou le M1 Max est le plus intéressant? Et de façon générale, quasi tout le temps, je recommande de jeter un œil au MacBook Air M1. On a encore un peu tous l'image des anciens MacBook Air qui d'ailleurs avaient le même design et étaient très faible en fait, peu performant, particulièrement quand on commençait à utiliser pas mal d'onglets Google Chrome et qu'on tentait d'utiliser une quelconque autre application qui demandait un petit peu de performance. Les anciens MacBook Air Intel ne pouvaient pas vraiment supporter et commençaient à chauffer très rapidement. Le MacBook Air M1 supporte très bien ce type de charge.
que ce soit de la navigation web, de la consultation de fichiers multimédia, ou même d'ailleurs de la création de contenu multimédia, de la retouche photo, du montage vidéo, même du montage vidéo 4K, ça passe tranquille. Particulièrement si vous travaillez sur une application optimisée comme Final Cut Pro ou DaVinci Resolve, mais même désormais Adobe Premiere Pro qui, avec les dernières mises à jour, fonctionne très bien sur ces machines. C'est peut-être un peu surprenant, mais c'est vrai. Il ne faut pas se laisser avoir par tout le marketing et puis le naming du Pro, du Max, etc. Vous pouvez très bien être un professionnel et utiliser un MacBook Air M1 et vous en sortir extrêmement bien. Je viens d'ailleurs de recommander le MacBook Air M1 à une photographe professionnelle qui, passant d'un appareil photo d'une vingtaine de mégapixels à un nouvel appareil photo de plus de 40 mégapixels, commençait à ressentir un petit peu de ralentissement sur son ancienne machine. Avec le MacBook Air M1, comme vous pouvez le voir sur mes tests, j'ai édité et exporté sans effort des dizaines et des dizaines de fichiers RAW sans aucune difficulté et très rapidement. Du coup, si ce que vous cherchez, c'est le meilleur rapport prix-performance sur les laptops Apple, clairement, allez sur le MacBook Air M1 entrée de gamme. C'est 1129 € et c'est déjà pas mal de performance. Mon recommandation sur ça, néanmoins, ce serait de passer à un stockage à 512 Go au lieu des 256 Go. Et là, il y a une petite particularité. Je vous recommande sur le site Apple de choisir la deuxième option, l'option un petit peu plus chère. Vous verrez qu'elle commence à 512 Go. C'est 1399 € au lieu de 1349 si vous configurez la version entrée de gamme, la version Bind. C'est juste 50 € de plus, mais vous gagnez un cœur GPU supplémentaire. Ça mange pas de pain. Donc faites bien attention, si vous devez augmenter votre stockage, choisissez l'autre option. La première option, c'est uniquement si vous voulez le moins cher que possible. Mais là, vous me direz, quitte à payer 1399 €, autant passer sur le MacBook Pro qui est légèrement plus performant et qui n'est que 50 € plus cher. Oui, mais si vous regardez bien sur le site internet, le MacBook Pro M1 à 1449 €, il est à 256 Go pour passer à une configuration similaire à celle que je vous propose sur le MacBook Air, donc 512 Go de SSD, 8 Go de RAM, 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU. Il faut rajouter 230 € sur votre MacBook Pro M1 et vous comprendrez que juste la touch bar et un ventilo, ça commence à faire cher. Après, si vous êtes un die-hard fan de la touch bar, allez-y. Oubliez le MacBook Pro 13 pouces. Si vous voulez un poil plus de performance sur le MacBook Air M1, vous pouvez augmenter la RAM, vous pouvez passer jusqu'à 16 Go. Ça va légèrement améliorer les performances sur certains types de jobs, mais ce n'est pas non plus incroyable. Du coup, pour avoir une augmentation substantielle de vos performances, il va falloir passer sur un vrai MacBook Pro, un MacBook Pro 14. Les nouveaux MacBook Pro, les super MacBook Pro avec plein de ports de partout, le nouveau design à l'ancienne, des bordures très fines, un notch, etc., etc. Allez voir la vidéo où je vous parle de tout ça. Je plaisante à moitié, mais je ne vais pas m'attarder sur tous les détails du MacBook Pro 14 et du MacBook Pro 16 dans cette vidéo. Ce n'est pas vraiment le but. Je suppose que vous avez probablement déjà vu d'autres vidéos très intéressantes à ce sujet. Moi, je pars vraiment du principe que vous voulez un MacBook Pro, vous êtes intéressé par un MacBook Pro, vous savez un petit peu ce que c'est et je vais surtout vous aider à faire le bon choix. Voilà. Je vous ai annoncé que je vous parlerai du binning et particulièrement du chip binning. Je vais vous en parler tout de suite parce que c'est important pour que vous puissiez comprendre la suite. Les fabricants de micro-composants qu'on retrouve dans les ordinateurs, les téléphones, etc. en produisent en masse et quand ils en produisent beaucoup, il y a nécessairement des déchets. Les micro-composants sont testés, c'est ce qu'on appelle le quality check et quand un micro-composant ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas au standard de ce qui est attendu, il est jeté de façon générale. Dans le cas des puces M1, on a un système on a chip avec plusieurs micro-composants importants, 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, de la RAM, etc., etc. Donc autant de micro-composants qui sont susceptibles de ne pas satisfaire aux exigences de quality control. Ce qui se passe en théorie, si l'un de ces micro-composants ne fonctionne pas, c'est toute la puce M1 qui est jetée. Sauf que Apple, sur ce coup-là, s'est dit que c'est peut-être pas pertinent de tout jeter comme ça. Et ils ont décidé de récupérer et d'utiliser les puces qui avaient un cœur GPU qui était défaillant. Le cœur GPU défaillant est totalement désactivé. On se retrouve du coup avec une puce M1 avec 8 cœurs CPU qui fonctionnent et seulement 7 cœurs GPU de fonctionnels. C'est évidemment pas la première fois que le chip binning est utilisé sur des ordinateurs, mais Apple l'a utilisé sur ça, donc on en parle. Voilà. La logique derrière ça, c'est qu'Apple s'est dit avec un cœur GPU en moins, on a encore un SoC extrêmement performant qu'on va pouvoir mettre dans nos ordinateurs entrée de gamme. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui participe au fait qu'on puisse avoir des prix aussi faibles sur l'ensemble du line-up M1, parce que moins de déchets dans la production. Pourquoi c'est important? Parce que sur l'entrée de gamme MacBook Pro 14 pouces, on a encore des puces qui sont bind, mais là pour le coup elles sont double bind.
C'est-à-dire que le SoC M1 Pro qui nous a été présenté à la keynote, c'est un SoC avec 10 cœurs CPU, dont 8 cœurs haute performance et 16 cœurs GPU. Sauf que le modèle de MacBook Pro 14 pouces M1 Pro entrée de gamme, celui à 2249 €, c'est une version équipée d'une puce M1 Pro avec 8 cœurs CPU, dont 6 cœurs haute performance et 14 cœurs GPU au lieu des 16 cœurs GPU que la puce normale a. Vous avez compris le principe, hein? 2 cœurs CPU dysfonctionnels ont été désactivés et 2 cœurs GPU dysfonctionnels ont été désactivés. Voilà. Néanmoins, au vu des benchmarks qui ont déjà été réalisés par pas mal de mes collègues youtubeurs sur le MacBook Pro 14 pouces entrée de gamme, c'est déjà beaucoup plus performant que ce qu'on avait avec les puces M1 tout court. Donc c'est déjà un énorme upgrade. D'ailleurs, entre parenthèses, ou pas parce que c'est assez important, entre le 14 pouces et le 16 pouces, on a les mêmes puces. En théorie, les performances sont identiques, l'écran est aussi lumineux, c'est grosso modo la même chose. Quasi identique, mais à l'exception de deux petites choses. La première étant qu'aucun MacBook Pro 16 pouces n'est équipé d'une puce M1 Pro Bind. L'entrée de gamme du MacBook Pro 16 pouces a la puce complète, normale. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a sur les MacBook Pro 16 pouces équipés de la puce M1 Max, la possibilité d'utiliser un mode haute performance. Je vous en reparlerai quand j'en aurai un en main que je pourrai vraiment tester moi-même, mais apparemment ça ne ferait pas une énorme différence dans l'état actuel des applications qui sont existantes et qui sont compatibles avec ce système. Donc voilà, pas de version Bind pour le 16 pouces, c'est uniquement pour le 14 pouces. Mais à partir du moment où on passe sur la puce complète, sur la version complète de la puce pour le 14 pouces, tous les upgrades, etc., tout ce qui est possible de faire sera exactement pareil sur le 16 pouces. Considérez que c'est juste 230 € de plus pour la version 16 pouces, ce qui fait 115 € de plus par pouce. Les 230 € de plus, c'est pour les versions avec la puce M1 Pro. Pour les versions avec la puce M1 Max, l'écart est même moins important par rapport au 14 pouces. C'est, je crois, 180 €, quelque chose comme ça. Bref, retenez juste que vous ne gagnez rien d'autre que 2 pouces de diagonale de votre écran supplémentaire quand vous passez du 14 pouces au 16 pouces. Rien d'autre. Pas plus de performance, un peu de batterie supplémentaire, effectivement une batterie un peu plus large. C'est essentiellement ça. L'une des différences que vous allez noter entre les MacBook Pro du cru 2021 par rapport au MacBook Pro de 2020, c'est que les ventilateurs sont un petit peu plus bruyants. Oui, parce qu'effectivement, ces nouveaux MacBook Pro avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max sont plus performantes, consomment plus d'énergie et donc fatalement chauffent un peu plus. La réponse à ça, c'est donc des ventilos qui vont souffler un petit peu plus fort. Vous verrez d'ailleurs que tout le système d'aération autour de ces machines a été revu pour favoriser un meilleur flux de l'air. Mais bref, c'est un petit peu plus bruyant. Alors c'est très loin du type de bruit qu'on avait sur les anciennes machines équipées de processeurs Intel. C'est très loin. Mais disons qu'on a eu le temps en une année de MacBook Pro M1 quasiment silencieux et de MacBook Air M1 totalement silencieux de s'habituer à très peu de bruit. Donc là, il y a un poil plus de bruit, un poil. Alors le MacBook Pro 14 pouces entrée de gamme, hein, le Double Bind, c'est pour moi le MacBook Pro pour à peu près tout le monde. Si pour moi, l'immense majorité des utilisateurs devraient se diriger vers un MacBook Air M1, ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de performance, la plupart des autres devraient se diriger directement vers la version entrée de gamme du MacBook Pro 14 pouces. Alors si vous décidez d'opter pour la version entrée de gamme, faites très attention, la version entrée de gamme sans aucune modification, vraiment entrée de gamme, c'est la seule version, c'est le seul MacBook Pro qui sera équipé de la Power Brick de 67 watts. C'est pas la Power Brick la plus puissante et puis il y a moyen surtout d'upgrader pour l'alimentation à 96 watts pour juste 20 € de plus. Alors n'hésitez pas à opter pour les 96 watts qui vous permettent du coup d'avoir la charge rapide que vous n'aurez pas avec le chargeur 67 watts. Dans le même esprit, hein, si vous voulez partir du MacBook Pro 14 pouces entrée de gamme et le configurer un petit peu plus haut, vous avez la possibilité d'upgrader juste le CPU pour passer à 10 cœurs. Tant que vous y êtes, upgrader aussi le GPU pour passer à 16 cœurs parce que ça coûte juste 40 € de plus. Alors c'est vrai que ça s'ajoute, hein, les 20 €, les 40 €, mais vraiment on n'est pas sur des différences extrêmement importantes quand on est en train de configurer un ordinateur à plus de 2400 €. Donc je rappelle, hein, si vous choisissez d'upgrader le CPU, upgrader CPU et GPU, ça va vous faire 270 € de plus au lieu de 230 € pour upgrader juste le CPU. Alright? Cool? Vous me suivez jusqu'ici? Nice! Si vous suivez encore, c'est cool parce que ça va devenir très intéressant.
Les MacBook Pro 14 pouces, ils commencent avec 16 Go de RAM. C'est une RAM unifiée, très rapide, très performante, etc. Je ne recommande pas nécessairement de passer à 32 Go de RAM parce que 16 Go sur ces machines-là, c'est déjà pas mal. Attention, il ne faut pas confondre les 16 Go de RAM unifiés qu'on a sur un MacBook Pro M1 Pro avec 16 Go de RAM qu'on pourrait avoir sur un ordinateur d'une autre marque, de la RAM qui ne soit pas de la RAM intégrée avec des vitesses de transfert peut-être plus lentes, etc. Là, on est sur une RAM intégrée très proche physiquement du CPU et du GPU. Les vitesses de transfert sont très rapides, plus rapides encore que sur la puce M1. Et en plus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il y a le swap qui vient suppléer la RAM. Votre ordinateur va utiliser un petit peu d'espace sur le SSD qui est très rapide pour stocker des fichiers temporaires qui vont suppléer un peu la RAM. Les SSD sur ces nouvelles machines étant vraiment très rapides, passer à 32 Go de RAM n'est pas forcément nécessaire, honnêtement. Néanmoins, si vous êtes certain d'avoir besoin de 32 Go, d'avoir besoin de plus de puissance sur votre machine, dans ce cas précis, ma recommandation est très claire. Pas la peine de spec up votre M1 Pro à 32 Go de RAM, passez directement au M1 Max. Effectivement, il vous en coûtera 230 € supplémentaires par rapport à un simple upgrade de la RAM, mais vous gagnerez beaucoup plus que 16 Go de RAM supplémentaires. Pour clarifier, la puce M1 Max, elle commence à 32 Go de RAM, mais effectivement, en optant pour une puce M1 Max, vous gagnez tous les avantages que vous avez avec la puce M1 Max par rapport à la puce M1 Pro. C'est une puce généralement plus performante, avec une RAM plus rapide, avec 2 fois le nombre d'encodeurs ProRes. J'en ai pas parlé, mais je vous en reparle dans un instant, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si besoin de 32 Go, passez à la M1 Max directement. Votre configuration MacBook Pro 14 pouces M1 Pro avec 32 Go de RAM du coup et 512 Go de SSD, c'est 3209 €. Voilà, on est déjà sur des prix costauds. C'est costaud, mais c'est la façon la moins chère d'avoir une puce M1 Max, même si on est quand même à 1000 € de plus que l'entrée de gamme 14 pouces M1 Pro. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, selon les benchmarks que j'ai pu consulter, les dizaines d'heures de tests que j'ai ingurgité, il y a effectivement une différence significative entre la puce M1 Pro et la puce M1 Max. Et c'est la moindre des choses. Raison de plus de passer au Max et de ne pas opter pour le M1 Pro avec 32 Go de RAM. Max Yuriev de la chaîne MaxTech a tenté de surcharger les 16 Go de RAM d'un MacBook Pro comparé à un autre MacBook Pro avec 32 Go de RAM. Et franchement, même avec beaucoup de pression sur la RAM, l'écart est vraiment peu significatif. Néanmoins, la puce M1 Pro est déjà, selon moi, extrêmement performante. Il y a vraiment peu de use case selon moi où vous avez absolument besoin de la puce M1 Max et la puce M1 Pro ne pourrait pas suffire. Vraiment très peu selon moi. Petite chose à garder à l'esprit néanmoins quand on passe de la puce M1 Pro à la puce M1 Max, c'est que ça souffle un petit peu plus fort parce que cette puce étant plus performante et utilisant encore plus d'énergie, elle va chauffer encore plus et du coup les ventilos ont tendance à se déclencher un petit peu plus tôt et à être un petit peu plus bruyants. Encore une fois, on est très loin de ce qu'on connaissait sur n'importe quel ordinateur avant, mais c'est à noter. Si vous voulez quelque chose de vraiment silencieux, MacBook Air ou alors même la version M1 Pro sera nettement plus silencieuse. Je suis désolé d'insister, mais ce ne sont vraiment pas des machines bruyantes. Vous ne vous ferez pas virer de la bibliothèque universitaire pour ça. C'est sûr, vous vous ferez peut-être virer pour autre chose, mais pas pour ça. En tout cas, une fois qu'on passe sur la puce M1 Max, là du coup je conseille de s'arrêter, pas la peine d'upgrader la RAM encore. Voilà, 32 Go c'est très bien. Voilà, on va pas plus loin. Pas la peine de passer à 64 Go. Si vous avez vraiment besoin de 64 Go de RAM, je pense que vous le savez. Et d'ailleurs, même si vous pensez avoir besoin de 64 Go de RAM, je pense qu'en essayant un MacBook Pro M1 Max, vous vous rendrez compte qu'avec 32 Go de RAM, vous avez déjà plus que nécessaire. En passant à M1 Max, vous doublez également votre quantité d'encodeurs et décodeurs ProRes et ProRes RAW. Donc, si vous faites de la vidéo, c'est super intéressant. Ce sont des encodeurs hardware dédiés qui font que si vous utilisez des vidéos dans un format ProRes, le format ProRes est un format propriétaire d'Apple, très largement utilisé en vidéo, qui fonctionne avec beaucoup de fluidité sur Final Cut ou Premiere Pro. Et pour ceux qui n'étaient pas familiers du format ProRes, vous en avez probablement entendu parler récemment avec la sortie des iPhone 13 Pro qui seront capables de shooter en ProRes. Voilà. Je ne rentre pas vraiment dans les détails du ProRes, mais si vous en avez besoin, de toute façon, vous savez déjà ce que c'est. Quoi qu'il en soit, il y a 2 fois plus d'encodeurs ProRes
sur les puces M1 Max et du coup les vitesses de rendering de fichiers ProRes seront significativement plus rapides sur le M1 Max que sur le M1 Pro. Le M1 Pro étant lui-même significativement plus rapide que le M1. Pour terminer sur ce petit sujet, et parce qu'il faut remettre les choses en perspective, avec la puce M1 Pro, on est quand même déjà beaucoup plus rapide que l'immense majorité des autres machines équipées de puces Intel ou AMD, même les beaucoup plus chères et même les machines dédiées à la vidéo. Alors si vous optez pour un MacBook Pro équipé d'une puce M1 Max, la configuration max que je vous conseille, comme je vous l'avais dit, c'est avec 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Allez, 2 peut-être. Pour passer d'1 à 2 Tera, il vous en coûtera 460 € supplémentaires, ce qui fait déjà plutôt cher le giga. Mais au-dessus de 2 Go, ça devient vraiment difficile à justifier. Pour passer de 1 Tera à 8 Tera, c'est 2500 € supplémentaires. Et pour 2500 €, vous avez de quoi vous équiper d'un NAS avec 5 disques durs 12 Tera, vous vous retrouvez avec 60 Tera supplémentaires. Il vous reste encore de la monnaie pour un SSD de 2 Tera de type Samsung T7. Donc sincèrement, n'allez pas au-dessus de 1 ou 2 Tera sur votre configuration de MacBook Pro M1 Max ou Pro d'ailleurs. Alors quel MacBook Silicon pour quel utilisateur, pour quelle utilisation? Ça va être assez simple. Je continue de recommander massivement le MacBook Air M1 pour à peu près tout le monde, très sincèrement. Quel que soit ce que vous faites, ce que j'utilise en ce moment, c'est un Mac Mini M1. À l'intérieur, techniquement, c'est le même SoC que le MacBook Air, c'est la version non bind. Maintenant que vous savez ce que c'est, ça fonctionne extrêmement bien. On a de la vidéo, 4K, 10 bits, des photos, toutes sortes de choses. Bref, ça fonctionne extrêmement bien. Donc concrètement, vous pouvez faire ce que je fais avec un MacBook Air. Vous voulez un peu plus de puissance, un peu plus de punch, peut-être que vous faites de la CAO, un petit peu 3D, quelque chose comme ça. Le MacBook Pro 14 ou 16 équipé de la puce M1 Pro est une excellente option. Ma recommandation de façon générale ira plutôt vers le MacBook Pro 14 pouces entrée de gamme qui pour le prix est déjà excellent. Enfin, pour résumer ce que je vous disais un petit peu plus tôt, n'upgradez pas votre M1 Pro à 32 Go. Si vous voulez vraiment 32 Go, prenez un M1 Max et là vous aurez vraiment le maximum de puissance. C'est littéralement l'un des laptops les plus performants du marché. Toutes les tâches standards, c'est impressionnant, mais particulièrement si vous êtes un créatif et vous utilisez le logiciel de la suite Adobe ou tout logiciel de retouche de photos, de montage vidéo, de tout ce que vous voulez, c'est extrêmement performant. Pour une utilisation plus classique, de la navigation, de la bureautique, même l'utilisation de grosses bases de données, très sincèrement, vous verrez quasiment pas de différence entre un MacBook Pro équipé d'une puce M1 Max et un MacBook Pro équipé d'une puce M1 Pro. Donc, épargnez-vous cette dépense. Je me répète un peu, je suis désolé, mais de façon générale, le MacBook Pro équipé de la puce M1 Pro devrait vraiment satisfaire tout le monde. La plupart des utilisateurs ne seront pas limités par les capacités de cette machine. Donc vraiment, allez-y, allez-y les yeux fermés. Bien évidemment, si vous avez un use case spécifique pour le M1 Max et vraiment besoin de cette puissance, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais vraiment connaître ces use cases qui ont besoin de ce type de super puissance, ou si c'est juste que vous avez beaucoup trop d'argent et vous avez juste envie d'avoir la meilleure machine possible. D'ailleurs, si vous avez beaucoup trop d'argent, n'hésitez pas, hein, j'ai un Buy Me a Coffee, balancez des thunes. Nous, on accepte. On accepte. Anyway, c'est tout pour moi. C'est un petit peu décousu. Je suis désolé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci, merci beaucoup. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est quasiment à 2000 abonnés. Merci, merci, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je puisse tester sur ces nouvelles machines une fois que je pourrai les avoir entre mes mains. Voilà, voilà, voilà. Ah ouais, il faut faire l'intro. My name is Chris, and I'm out of here.